maladie génétique la plus transmise et la plus répandue dans le monde, la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie héréditaire grave. Elle est reconnue quatrième priorité de santé publique par l'ONU, un fléau que l'on ne peut plus ignorer. Au Bénin, le mois de juin est marqué par la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin dernier. D'ailleurs, tout le mois est mis à profit pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche de nombreuses familles. Pour en parler, j'ai le privilège de recevoir sur le plateau de Ma Santé, Ma Richesse, Dr Badonou Bokor Caroline. Elle est maître de conférences agrégée de pédiatrie et génétique médicale, chef service pédiatrie au centre hospitalier universitaire départemental de l'UEME. Bienvenue à vous sur Matin Libre Télévision, docteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la MLTV. Alors, ma première question, j'espère que je vous ai bien présenté. Tout à fait. D'accord. Donc, ma première question, de façon terre à terre, comment peut-on définir la drépanocytose? Merci. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La drépanocytose est une maladie du sang qui touche les globules rouges, et plus précisément l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un constituant des globules rouges et qui est chargé du transport de l'oxygène dans l'organisme. Et les patients qui sont porteurs de drépanocytose ont une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S. Et cette hémoglobine, dans certaines situations, va devenir rigide et va entraîner une déformation du globule rouge en forme de faucille. Ce qui fait que parfois, cette maladie sera appelée anémie falciforme. D'accord. Et quand dit-on qu'une personne est atteinte de drépanocytose? Je vais y arriver. Alors, on dira d'une personne qu'elle est atteinte de la drépanocytose dans 3 situations différentes. La première, il s'agit d'une personne qui porte une hémoglobine A. La première, il s'agit d'une personne qui porte une hémoglobine S et qui n'a pas du tout d'hémoglobine A. Cette personne sera dite SS. La deuxième situation, c'est celle d'une personne qui porte une hémoglobine S et une deuxième hémoglobine anormale de type C. Cette personne sera dite SC. Et la troisième situation, c'est celle d'une personne qui porte une hémoglobine S associée à un autre type d'hémoglobine anormale, dite bêta-thalassémique. Donc cette personne sera dite S-bêta-thalassémique. Donc ce sont ces situations que nous appelons drépanocytose. D'accord. Mais si vous aurez compris, et comment est-ce que la drépanocytose se contracte? Alors la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. C'est-à-dire qu'elle est transmise des parents aux enfants. Ce n'est pas une maladie infectieuse comme le paludisme qu'on contracte et dont on guérit. Okay. Lorsqu'une personne est drépanocytaire, lorsqu'une personne est porteuse de la drépanocytose, cela signifie qu'elle a reçu de son père une hémoglobine anormale et de sa mère une hémoglobine anormale. D'accord. Ça voudra dire que les deux parents ont une hémoglobine anormale chacun. Les deux parents ont toujours chacun une hémoglobine anormale, qu'ils soient malades ou pas. Il existe des sujets qui sont porteurs d'hémoglobine A et d'hémoglobine S. Ces sujets sont appelés les porteurs sains. D'accord. Et ils sont capables de transmettre la maladie à leurs enfants sans pour autant eux-mêmes être malades. D'accord.
Et à quand remonte le premier cas au Bénin? Alors, le premier cas officiellement publié au Bénin remonte à mai 1993. Et c'était dans le cadre du programme de dépistage précoce et de suivi régulier du nourrisson, du nouveau-né. D'accord, d'accord. Et depuis ce temps, avez-vous l'impression que le nombre de personnes souffrant de la drépanocytose a augmenté ou que ça a baissé? Le nombre de personnes atteintes de drépanocytose augmente, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que grâce à la sensibilisation sur la maladie, les populations font de plus en plus leur dépistage. Et on découvre de nouveaux cas de patients atteints de drépanocytose. La deuxième, c'est la disponibilité des outils diagnostiques, donc qui permettent de réaliser de plus en plus de dépistages. Donc, somme toute, il y a une augmentation du nombre de cas qui sont diagnostiqués. Est-ce à dire que les Béninois n'ont pas la culture de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine? L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est un examen clé. C'est l'examen qui permet de faire le diagnostic de la drépanocytose. De plus en plus, cet examen rentre quand même dans les habitudes des jeunes en âge de procréer qui le réalisent dans le cadre du bilan prénuptial. Mais il n'est pas suffisamment systématique et nous souhaitons que cela devienne vraiment quelque chose de systématique, de manière à pouvoir éviter de transmettre la maladie à son enfant dans l'ignorance. Pour nous qui sommes pédiatres également, de plus en plus de parents adhèrent à la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour leurs enfants lorsque nous les sensibilisons. Sinon, quand faut-il faire l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine après la naissance d'un nouveau-né? L'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine du nouveau-né peut être fait dès la naissance. Il n'y a pas besoin d'attendre, aucun délai n'est indispensable. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a des techniques spécifiques à utiliser pour cet âge-là. D'accord, ok. Il faut aller vers des laboratoires qui sont spécialisés, dans des centres qui sont, je dirais, recommandés. Les centres hospitaliers universitaires, pour la plupart, sont capables de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine du nouveau-né dès la naissance. Eh bien, si c'est ça, déjà dès la naissance, pourquoi ne pas prescrire, ne pas demander l'examen aux parents? Parce que de plus en plus, bon, moi, selon mon constat, c'est que c'est quand la femme tombe enceinte, par exemple, que l'examen est demandé aux deux partenaires. Et c'est là peut-être qu'on découvre la maldonne. L'électrophorèse de l'hémoglobine fait partie du bilan prénuptial. Mais comme je le disais tantôt, sa réalisation n'est pas systématique. Il faut savoir que c'est un examen qui a un coût et qui revient à la charge du patient. Lors des consultations prénatales, l'électrophorèse de l'hémoglobine est également systématiquement proposée à la femme enceinte et également à la naissance. C'est un examen qui devrait être proposé de manière systématique. Mais dans la pratique, nous réalisons un dépistage qu'on appelle ciblé. C'est-à-dire que c'est un examen qu'on propose systématiquement aux femmes qui sont connues être porteuses de l'hémoglobine anormale, quel que soit le statut de leur conjoint, et aux femmes qui ont déjà un enfant atteint de drépanocytose. Mais ce dépistage, il pourrait être systématique. C'est mon souhait à moi, qu'il le soit, et qu'on n'attende pas que la femme tombe enceinte, par exemple, avant que cela ne soit fait. Et en termes de statistiques, quelle est la place quand on parle de la
et des causes liées au décès au Bénin, quelle place occupe la drépanocytose? La prévalence de la drépanocytose au Bénin est environ de 4,8%. Et la drépanocytose fait partie de l'une des principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et selon les études, entre 10 et 20% des causes de mortalité, des décès, des causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans, c'est la drépanocytose. D'accord, ceci est bien entendu et je pense que chaque parent à son niveau chaque individu, chaque Béninois à son niveau va prendre sa responsabilité. Il est de fait que dans certaines églises, avant de célébrer par exemple l'union des partenaires, il leur est exigé des examens dont celui de l'électrophorèse. Dans d'autres églises, ce n'est pas le cas. Parfois, il est révélé des cas où les partenaires sont incompatibles et le responsable de l'église peut décider de ne plus célébrer ce mariage. Alors, je pense que personnellement, les responsables d'église ou de mosquée sont des acteurs clés dans la lutte contre ce mal. Est-ce que vous interagissez avec eux? Notre interaction avec les religions, les religieux, elle est participative. Nous nous appuyons sur l'autorité morale qu'ils constituent pour sensibiliser les populations sur la maladie et pour les sensibiliser sur la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine avant toute union. Nous nous appuyons également sur eux pour démystifier la maladie, parce qu'elle est parfois considérée comme quelque chose de mystique et les patients porteurs de drépanocytose peuvent être stigmatisés. Mais en aucun cas, nous ne nous mettons en position d'interdire une union. C'est une sensibilisation et c'est le patient qui prend sa décision après un conseil approprié. Mais est-ce qu'il ne faut pas en arriver là? Interdire carrément l'union entre deux partenaires incompatibles pour sauver des vies. Parce que quand on voit le désastre que cause cette maladie sans vouloir faire peur à qui que ce soit, je pense qu'il va falloir en arriver là. Nous ne sommes pas de votre avis, nous sommes d'avis qu'il faut sensibiliser, qu'il faut faire comprendre au patient et que lui-même doit prendre en charge sa vie et son destin. D'accord. D'accord. Il est dit généralement que l'espérance de vie d'une personne atteinte de la drépanocytose, elle est courte, sans vouloir faire peur à qui que ce soit. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? De nombreux progrès ont été réalisés dans la prise en charge de la drépanocytose depuis les années 1980. Et aujourd'hui, dans les pays développés, avec le dépistage précoce, avec le suivi régulier et avec des thérapies innovantes, l'espérance de vie de la personne atteinte de drépanocytose n'est pas très loin de l'individu qui est sain. D'accord. Cependant, c'est vrai que dans nos pays, en Afrique subsaharienne, en particulier au Bénin, l'accès aux soins reste difficile. Le dépistage précoce n'est pas tout à fait une réalité et de ce fait, l'espérance de vie de nos patients est assez réduite. Et près de 50% des enfants sans suivi ne vont pas atteindre l'âge de 10 ans. Nous allons aborder maintenant les moyens de prévention de lutte contre la drépanocytose avec vous, docteur Padon. Quels sont ces moyens? Alors, la prévention de la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Oui. Pour l'éviter, il faut d'abord éviter de donner naissance à un enfant atteint de drépanocytose. Cela implique pour les partenaires de connaître leur statut avant de dire oui. Donc, avant de dire oui, il faut faire son test d'électrophorèse de l'hémoglobine. Lorsque les partenaires se sont déjà engagés et que tous les deux, ils sont porteurs de drépanocytose, ils ont un risque
d'avoir un enfant atteint. Et ce risque est variable en fonction du génotype des partenaires. Le rôle du médecin, c'est donc de leur expliquer, à travers le conseil génétique avisé, quels sont les risques qu'ils encourent. Lorsque l'enfant est né et qu'il est porteur de drépanocytose, il y a encore une possibilité d'action. Là, il s'agit de la prise en charge précoce. Dès le 2e mois de vie, cet enfant doit pouvoir être pris en charge, avoir un suivi régulier. Dans ce suivi, il y a des mesures d'hygiène pour éviter la survenue des complications de la maladie. Ces mesures d'hygiène, c'est une boisson abondante, c'est une alimentation équilibrée, c'est une protection contre les maladies infectieuses à travers des vaccinations bien conduites, bien régulières. C'est une protection contre le paludisme, qui est l'une des affections assez fréquentes qui emportent nos petits patients drépanocytaires. C'est également la supplémentation en acide folique. Et associé à tout cela, éviter les facteurs qui déclenchent les crises chez cet enfant. Ces facteurs, c'est par exemple les infections, la déshydratation, les changements de température. Actuellement, il fait très frais, donc c'est le moment de bien couvrir nos petits patients porteurs de drépanocytose. C'est également l'anémie, donc qui peut déclencher les crises douloureuses chez nos patients. Le stress chez les plus grands, les efforts physiques prolongés. Les tout petits, ils vont réclamer d'aller jouer au ballon, courir, faire des efforts physiques importants. Voilà, attention. Et lorsqu'on fait ces jeux-là, attention à bien s'hydrater. La goutte d'eau ne doit pas être très loin. Éviter les vêtements serrés pour les plus grands, pour les jeunes filles. C'est la mode actuellement. Donc, voilà un peu quelques mesures qu'on peut prendre pour éviter la survenue des crises chez le patient drépanocytaire. D'accord. Et quand vous parlez de boissons, je suppose que vous parlez précisément de l'eau seule. Alors, en termes de boissons, nous recommandons de l'eau avec une petite pincée de sel pour permettre aux patients de mieux retenir cette eau dans le corps. Et parlant d'alimentation équilibrée. Alors, l'alimentation équilibrée, ça suppose les 3 repas par jour, plus pour ces patients qui dépensent beaucoup d'énergie, 2 collations dans la journée et, ma foi, autant que possible, 1 ou 2 collations dans la nuit. La question que je devrais poser en amont, que je n'ai pas posée, c'est de savoir comment les manifestations de la drépanocytose, une personne qui est atteinte de la drépanocytose, comment elle se comporte, quels sont les symptômes? La drépanocytose peut se manifester par des complications aiguës ou des complications chroniques. Les complications aiguës, il y en a 3 principales. Celle qui est au devant de la scène, c'est la douleur. La douleur du patient porteur de drépanocytose, elle commence très tôt. Dès l'âge de 6 mois, le petit patient peut présenter ce que nous appelons le syndrome pieds-mains. C'est une tuméfaction, un gonflement du dos des mains et du dos des pieds, très douloureux et qui survient de manière spontanée. Donc déjà, dès 6 mois, il va faire l'expérience de cette douleur-là. Chez les patients plus grands, la douleur va concerner surtout les membres supérieurs, les membres inférieurs. C'est une douleur qui est décrite comme très intense, comme un tiraillement, comme un étau, une douleur vraiment insupportable. Et parfois, le patient vous demandera d'exercer une pression très forte sur les membres pour soulager un peu cette douleur.
Mais elle peut siéger à d'autres parties du corps. On peut retrouver cette douleur au niveau thoracique, également au niveau du crâne. À côté de la douleur, nous avons l'anémie. L'anémie va se manifester en fait par une pâleur des paumes, une pâleur des plantes, une pâleur des conjonctives. Chez le tout petit, lorsqu'elle est importante, elle va entraîner un essoufflement. Il peut avoir du mal à prendre la tétée lorsque c'est un nourrisson encore au sein. Ou ça peut faire que le jeune enfant sera embêté dans ses jeux. Vous allez voir un petit garçon qui habituellement est très turbulent, très agité, ne pourra plus courir, jouer au ballon à cause de l'essoufflement lié à l'anémie. À côté de l'anémie, on a l'ictère. L'ictère, c'est la coloration jaune des yeux. Les yeux, les paumes, les plantes peuvent être colorées en jaune. Cette couleur jaune est liée à la dégradation de l'hémoglobine. Lorsque l'hémoglobine se dégrade, elle libère un pigment qui va colorer les yeux et les paumes et plantes en jaune. On a également l'émission d'urine Coca-Cola. Lorsqu'on examine le patient de manière attentive, on peut remarquer une augmentation du volume de la rate. Et les parents ici, au Bénin, ils constatent souvent cette grosse rate qu'ils appellent blabla. Voilà, c'est un signe qu'on va trouver fréquemment chez l'enfant porteur de drépanocytose. À l'adolescence et chez l'enfant plus grand, on pourra avoir ce qu'on appelle le syndrome thoracique aigu. Ce sont des accès de détresse respiratoire, donc de difficultés à respirer, qui sont liés à l'infection et qui peuvent rapidement entraîner le malade au décès. En dehors du syndrome thoracique, on peut avoir également le priapisme. Le priapisme chez les adolescents, c'est une érection involontaire, douloureuse et qui survient sans aucune stimulation sexuelle. Donc lorsque le priapisme dure ou lorsqu'il se répète et qu'il est mal pris en charge, cela peut avoir un retentissement sur la fertilité, sur la vie sexuelle de l'adolescent. On a également les infections à répétition, qui sont souvent des infections pulmonaires, mais également surtout des infections osseuses, les ostéomyélites. Ce sont la plupart du temps des infections très graves qui peuvent facilement emporter le patient. Les complications chroniques, quant à elles, peuvent concerner les yeux. On a des complications qui vont atteindre la vésicule biliaire, on aura des lithiases vésiculaires. Le patient va présenter des douleurs abdominales très intenses avec une accentuation de la coloration jaune des yeux. On peut avoir également une nécrose de la tête fémorale. Donc ça va se manifester par une douleur, une boiterie qui survient de manière spontanée. L'ostéonécrose peut également concerner les épaules. Les atteintes peuvent concerner le cœur, le rein. Donc la drépanocytose est somme toute une maladie assez grave qui nécessite une bonne prise en charge. Et bien prise en charge, la qualité de vie du patient drépanocytaire est nettement améliorée avec les progrès réalisés aujourd'hui dans ce domaine. La drépanocytose est somme toute une maladie assez grave. Je viens de citer Dr Badonou Caroline. Et quand je vous entends parler des manifestations, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que l'éradication de la drépanocytose est possible au Bénin? C'est l'idéal que nous souhaitons. C'est l'idéal que nous souhaitons. Et cela suppose que chaque
chaque personne, chaque individu, avant de s'engager, réalise son électrophorèse de l'hémoglobine de manière à connaître son statut et à ne pas transmettre la maladie à sa descendance. C'est bien ça. C'est bien ça. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et ma dernière question, et vous allez profiter pour donner votre mot de la fin. Que diriez-vous à deux partenaires dont le statut de l'un est AS et peut-être l'autre SS, qui pensent que par la foi ou par l'amour, ils vaincront le signe indien? Un partenaire AS et un partenaire SS qui s'engagent dans une union ont un risque de 50% d'avoir des enfants porteurs de drépanocytose, des enfants SS. Et ils ont le risque d'avoir des enfants porteurs du trait drépanocytaire, mais sains, de 50%. À deux partenaires qui veulent s'engager, il faut tout simplement expliquer ce risque-là et les accompagner dans leurs décisions. S'il s'avère qu'ils ont un enfant qui est porteur de la drépanocytose et qui est de type SS, nous devons les accompagner. Le dépistage de leur enfant doit être précoce dès les premiers jours à la maternité et sa prise en charge ne doit pas être retardée. Dès le 2e mois de vie, c'est un enfant qui doit entrer dans un programme de suivi avec les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre de manière systématique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les progrès réalisés, la qualité de vie du patient porteur de drépanocytose est nettement améliorée. Cependant, mieux vaut faire le choix de ne pas avoir un enfant porteur de drépanocytose. Mieux vaut faire le choix de ne pas porter et de ne pas avoir un enfant porteur de la drépanocytose. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci, Dr Padonou, pour tous ces éclaircissements. Je reste persuadée qu'ils ne passeront pas à la trappe. Merci à M. Kedolou Adeyemi Jean-Marie, il est à la réalisation, à M. Bossa Toussaint à la caméra, à vous, fidèles téléspectateurs de la MLTV. N'oubliez pas, la santé dépend plus des précautions que des médecins. Je finis ce numéro de Ma santé, ma richesse par cette citation de l'écrivain prophète Kingsley Wangba qui dit « Ce que tu refuses de détruire détruira les autres. Ce que tu refuses de détruire reviendra te détruire. » Ensemble, refusons d'être des vecteurs de la transmission de la drépanocytose. Je suis Fifonsi Syriens Kouyane. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Portez-vous bien. C'est l'histoire d'une personne porteuse de la drépanocytose. C'est surtout l'histoire de monsieur
Langbenon Djesumevo Herman. Il est le président de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin. Sur le plateau de Ma Santé, Ma Richesse, il est là pour justement partager cette histoire avec nous. Bienvenue à vous sur Matin Libre Télévision et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous embarquons à nouveau sur la thématique de la drépanocytose. Monsieur Langbenon, alors c'est quand la première fois que vous avez découvert que vous étiez porteur du signe SS et quelle a été votre réaction? Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, j'ai connu la drépanocytose dans des circonstances particulières et j'ai su que j'étais porteur de cette maladie à l'âge de 10 ans. Mais mes parents m'avaient diagnostiqué un peu plus tôt. Le contexte était le suivant. En 1998, j'avais un frère aîné qui faisait assez de crises. Je vais dire ça comme ça, mais dans le temps, on ne savait pas que c'était des crises drépanocytaires. On croyait que c'était du paludisme, de l'infection, parce qu'il tombait malade presque tout le temps. Donc, c'est une fois, un médecin a demandé à ce que l'enfant soit testé pour qu'on sache réellement de quoi il souffre. Et c'est là qu'on a su, que mes parents ont su, que c'est de la drépanocytose qu'il souffrait. Malheureusement, il est parti un peu trop tôt. Et quand moi, je venais, et on a dit, voilà un deuxième garçon qui naît dans la famille, n'est-il pas aussi un porteur de la maladie? Et on m'a diagnostiqué. Et c'est là que mon père aussi a profité pour connaître à propos de son état de santé aussi. Et il a su qu'il était porteur sain et que moi je suis SS. Et depuis ce moment-là, les parents ont commencé vraiment pas à me suivre. Mais j'ai eu en réalité ma crise en 2007, pardon, lorsque j'avais 10 ans et que je me préparais pour le CEP. Moi, j'ignorais toute cette histoire et j'étais sorti, je suis passé sous la pluie avec mes amis et boum, c'était la première crise. Et finalement, le médecin était obligé de me rappeler certaines restrictions que je devais suivre pour pouvoir ne pas être tout le temps sujet à cette maladie. Et quel a été votre sentiment vis-à-vis de vos parents? Vous étiez déçu, en colère? Non, au prime abord, je n'étais pas en colère, seulement que j'ai eu le sentiment que cette nouvelle a changé le cours de ma vie et a fait que j'ai un peu dévié de mes rêves de base. À la base, j'ai voulu être soldat, mais finalement, on m'a dit que je ne peux pas faire de l'effort physique intense et je ne pouvais pas faire du sport, comme on le disait en classe de CM2. Donc, finalement, on m'a dispensé de cette épreuve-là. Et cette hospitalisation, même en ce temps, m'avait pris le temps que je devais consacrer aux études et me concentrer à être excellent. Donc, finalement, je me suis dit, bon, je ne suis pas comme les autres, donc il va falloir que je change ma manière de voir le monde. J'étais encore petit, mais j'ai su qu'il y a une petite différence qui était déjà là. Et aujourd'hui, comment vivez-vous avec la drépanocytose? On a grandi et on a su qu'il fallait faire avec. On ne peut malheureusement pas se débarrasser de cette maladie, mais on a compris avec l'appui des médecins et l'appui de l'environnement immédiat des parents qu'on peut vivre avec la maladie longtemps si on remplit les conditions de prévention, on appelle ça prévention secondaire, c'est-à-dire on fait tout pour ne pas avoir le palu, on fait tout pour éviter les infections en dormant sous moustiquaire et aussi on s'hydrate, on prend de l'eau presque tout le temps suivant le conseil des médecins et alors on s'en sort
et on limite la survenue des crises. Donc, depuis que j'ai compris qu'il y a quand même des astuces euh, quotidiennes, des astuces quotidiennes qu'il faut utiliser pour pouvoir s'en sortir, j'ai pris sur moi, je me suis dit, bon, voilà, Dieu, il n'a pas, il ne m'a pas peut-être envoyé avec la drépanocytose pour que je croise les bras. Et c'est aussi peut-être pour changer les choses. Donc j'ai pris ça sportivement et j'ai continué à vivre ainsi avec une certaine positivité. Avec une certaine positivité. Et s'agissant des crises, à quand remonte votre dernière crise? Je dirais que ma dernière crise ayant conduit à une hospitalisation s'est passée en novembre 2020. C'était une hospitalisation de 3 jours, contrairement aux hospitalisations antérieures qui faisaient environ une semaine. Mais à chaque mois, j'ai quand même des douleurs qui reviennent, des crises vaso-occlusives qui reviennent de temps en temps. Mais c'est mieux géré cette fois-ci. C'est mieux géré et par la grâce de Dieu et par le suivi régulier et les conseils, je m'en sors. D'accord. Vos relations, on parlera maintenant de vos relations avec votre environnement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir rejeté ou stigmatisé? Parce que quand on sait que la drépanocytose peut avoir des impacts psychosociaux importants, notamment la stigmatisation et des difficultés dans la vie quotidienne et professionnelle. Bien sûr, j'ai vraiment été sujet à une stigmatisation sur plusieurs plans. Et je note 3 plans majeurs. D'abord, quand j'étais petit, avec mes cousins, il y avait une nette différence au niveau de la posture, au niveau de nos apparences. Voilà, j'avais des cousins qui étaient plus imposants que moi et tout. Donc, on me disait, voilà, c'est lui le maladif, il tombe malade tout le temps. Et c'est un enfant à part, c'est un enfant qui va mourir bientôt. Et on m'a toujours regardé sous cet angle-là. Et même par rapport à mes propres sœurs qui n'ont pas la maladie, j'étais traité différemment. Moi, j'étais géré comme un œuf. Mais euh, moi, personnellement, ça ne m'a pas vraiment dandiné. J'ai su quand même trouver la force de pouvoir m'en sortir. Et sur le plan scolaire aussi, c'était la même chose. À un moment donné, mes professeurs savaient finalement que bon, j'étais souffrant de cette maladie et ils ont commencé par me gérer autrement par rapport aux autres élèves de mon temps et de mon parcours. Voilà. Et il y avait un professeur, je me rappelle très bien, qui a compris que je ne pouvais pas faire de l'effort physique intense, mais qui m'avait soumis quand même aux épreuves sportives à mon rythme. Il me disait, tu dois venir au cours du sport et tu peux tourner autour du terrain en marchant comme tu peux, mais tu ne restes pas à la maison. Donc voilà, c'était la première personne qui m'avait donné le sentiment que je peux quand même servir à quelque chose, que je peux faire quelque chose avec ma force. Et ensuite, sur le plan professionnel, il y a eu des boulots. Il y a eu des boulots spécialement, je me rappelle d'un boulot où j'avais commencé, il y a eu pluie et je demandais la permission pour être en retard. Et le patron, il n'a pas été du tout compréhensif. Pour lui, c'est que bon, ça ne peut pas marcher. Et enfin, il a essayé de couper le contrat. Et moi-même, comme j'ai compris cela, je me suis dit, mais il faut que je me tourne plus vers l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé plus à m'auto-employer. Et voilà, en faisant du graphisme, jusqu'à aujourd'hui, j'ai débuté avec l'agro-business. Et aussi, sur le plan, dans certains milieux, les gens ont du mal à me confier des responsabilités. D'abord, ma corpulence leur dit que je suis peut-être petit, je ne pourrais pas le faire, mais moi, parfois j'arrache, quand je sais que c'est important pour moi, j'arrache cette opportunité-là. Et je leur montre que je peux le faire aussi.
D'accord. Du coup, j'ai envie de vous bousculer un peu là. On va parler de votre vie amoureuse en tant que porteur de la drépanocytose. Est-ce que c'est toujours facile de trouver l'âme sœur? Est-ce que vous êtes marié? Non, actuellement, je ne suis pas encore marié. Je suis célibataire, mais aujourd'hui, comparativement à hier, au jour précédent, je dirais que beaucoup de choses se sont améliorées, surtout avec la lutte que je mène. Il y a eu plus d'informations que les gens ont compris. Ils savent que la drépanocytose n'est pas contagieuse et qu'on peut vivre mieux avec la maladie et que le porteur n'est pas obligé d'être un poids tous les jours pour son partenaire. Mais à des moments donnés, j'ai été confronté à des histoires où mon vis-à-vis ne comprenait réellement pas de la maladie. Qu'on ne comprenait pas la maladie. Quand on parle de la drépanocytose, plusieurs personnes croient que bon, bientôt il va mourir. Et bon, je n'aurai plus rien comme mari. Bien, si c'est une femme, je n'aurai pas de femme. Et puis, bon, je vais devenir veuf ou veuve bientôt. Parce que on dit, il meurt. Non, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup pensent aussi que c'est un problème d'avoir un mari ou une femme drépanocytaire ou atteint de la drépanocytose à côté. Parce qu'ils se disent les charges économiques vont augmenter et gérer la maladie, ça serait un plus aux histoires de la famille. Donc, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui est allongée grâce aux avancées technologiques et sur le plan médical, on peut espérer que des couples se forment. Moi, je reste positif et je sais que c'est elle avec qui je vais vivre parce que je suis dans un cheminement où il y a plus de la communication, il y a plus d'amour, il y a plus de compréhension qui se base sur ma personnalité que sur ma J'espère que je corpulence. serai invitée à votre mariage. Oui, vous y serez. Le 19 juin, le Bénin a participé à la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. D'ailleurs, tout le mois de juin y a été dédié, une occasion de sensibilisation et d'action. Quel bilan faites-vous pour le compte de cette année? Oui, la journée du 19 juin est considérée par les Nations Unies comme la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Et ça se fête dans tout le monde entier. Mais ici, spécialement au Bénin, nous avions innové, nous avons consacré tout le mois de juin à cette cause. Et puis nous l'avons baptisé Juin Vermeil. À la base, c'était une initiative pensée par les associations, mais aujourd'hui, nous avons su mener le plaidoyer loin et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a accepté l'initiative et l'a portée, l'a coordonnée avec nous cette année. Et du 1er juin jusqu'au 30 juin, nous étions actifs sur la sensibilisation, le plaidoyer et la solidarité envers les patients. Et la première chose qu'on peut retenir comme activité, c'était le 1er juin. On a planté des arbres et on a essayé de montrer l'importance des arbres pour tout le monde et pour l'apport de l'oxygène conséquent dans le corps d'une personne atteinte de la drépanocytose. Et ensuite, nous avons dit merci aux donneurs de sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin. Et après cette journée, le 19 même, il y a 4 centres départementaux qui nous ont accueillis. C'était Porto Novo, Abomey, Parakou et Cotonou qui nous ont accueillis pour d'abord la sensibilisation, l'éducation thérapeutique envers les patients et aussi de la solidarité grâce à nos partenaires que je salue ici, Fabri Metal, et qui ont appuyé ces dons-là. Et ceux qui étaient malades ce jour-là, il y a certains d'entre eux qui ont été pris en charge, ceux qui en avaient le plus besoin,
qui ont été pris en charge sur place par l'achat des ordonnances et autres. Et ensuite, nous avons eu le 21 juin où la marche de mobilisation a été faite, une grande marche baptisée Tout Cotonou marche contre la drépanocytose, avec la présence des cadres du ministère de la Santé. Le ministre même était là, et les cadres aussi, des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance aussi étaient là, ainsi que les partenaires techniques financiers, l'UNICEF, l'OMS, Enabel et plusieurs autres. Et tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, et nous avons même aimé, apprécié l'engouement qu'avait suscité cette activité. Et nous encourageons les uns et les autres à nous aider et pour que les prochaines fois soient meilleures. Et après cette marche, cette grande marche d'envergure, la semaine qui a suivi, il y avait eu une campagne nationale de dépistage gratuit de la maladie, de la drépanocytose. Et ça a été coordonné par le ministère de la Santé. Donc les enfants, les jeunes en âge de procréer, les femmes enceintes et les nourrissons ont eu droit à des tests d'électrophorèse gratuitement dans les différents centres de santé du nord au sud. Et l'engouement était tellement fort que cette initiative, je pense bien, serait reprise et tout le monde va pouvoir en bénéficier. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs et que la culture de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine soit embrase, je dirais, embrase toute la population béninoise. Alors, je vous laisse dire votre mot de la fin si vous avez un appel à lancer à la jeunesse, à la population béninoise. Je voudrais m'adresser principalement aux jeunes en âge de procréer qui aujourd'hui sont en face de leur choix de vie, c'est-à-dire savoir avec qui ils vont passer le restant de leur jour. Et pour le bonheur familial, je leur conseille d'aller faire leur test d'électrophorèse dans un centre agréé, médical bien équipé, et de suivre les consignes qu'aurait donné le médecin afin d'éviter la drépanocytose à leur progéniture, parce que cette maladie, elle est budgétivore, quand elle vous prend, ce n'est pas de la mer à boire, parce que ce n'est pas du tout facile à gérer. Et il faut l'éviter coûte que coûte. Cette maladie, quand elle vous prend, c'est de la mer à boire. Elle est budgétivore. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission Rêve vomi. Difficulté d'insertion professionnelle. Mais l'espoir de tendre la voile selon le vent est manifeste. Mais tout ceci peut être évité si on fait de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine un examen de choix. J'imagine les parents de M. Langbino aimant dire si on savait. Aujourd'hui, nous avons le choix de ne pas tenir le même langage. Alors faisons le bon choix. Je vous aime et à la prochaine. Merci, monsieur. Merci.